Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, c'est Dr Babouche Amin. Je suis médecin installé actuellement à Nice et donc j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui une présentation concernant le diabète et le ramadan. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez très bien la diapo? Est-ce que Sophia, tu peux me dire, Oui, s'il te oui, plaît, oui, on la voit, Aline. la diapo en plein écran, c'est pas en mode Plein de... écran. Non, non, c'est Ok, bon. très bien. Alors, donc aujourd'hui, on va parler du diabète et du ramadan. Bismillah. Donc, une petite introduction. Il faut savoir que le diabète, c'est une maladie chronique, bien évidemment, pour laquelle la prise en charge thérapeutique, elle repose essentiellement sur le respect d'une alimentation équilibrée, d'une activité physique régulière et d'un traitement médicamenteux approprié. Le jeûne du mois de Ramadan, bien sûr, c'est une période forte sur le plan religieux, mais ça induit un risque métabolique important chez le patient diabétique, d'autant plus majoré si la durée quotidienne du jeûne est prolongée. Bon, là, on a un peu de chance, en tout cas, au niveau du pourtour méditerranéen, où la durée du jeûne ne va pas être aussi importante qu'elle l'a été durant cet été. Alors, ces risques, d'abord, c'est l'hypoglycémie. Alors, l'hypoglycémie, c'est très fréquent et ça peut être redoutable. C'est le danger numéro un, notamment chez le diabétique de type 1. Le diabétique de type 1, c'est-à-dire le diabétique qui est insulinodépendant. Alors, généralement, ces hypoglycémies sont secondaires à des accidents iatrogéniques, c'est-à-dire du fait de l'administration d'insuline à des doses plus importantes que le patient ne nécessite, ou bien à cause d'insuffisance d'apport, et c'est là où le jeûne rentre en compte. Le deuxième accident qui peut être fréquent, paradoxalement, c'est les hyperglycémies, même quand on jeûne. Alors, les facteurs de risque de ces hyperglycémies, c'est plutôt les patients diabétiques de type 2, et quand on a des apports glucidiques excessifs, par exemple, durant le phtor ou durant la soirée, la glycémie, elle va être tendance à être augmentée, surtout si le diabétique il est déséquilibré, et donc il aura tendance à avoir des hyperglycémies importantes. Ou bien c'est dû à une mauvaise adaptation de son traitement. L'acidocétose plus fréquente chez le diabétique de type 1, mais peut être retrouvée chez le diabétique de type 2, c'est quand les taux d'insuline sont insuffisants pour satisfaire les besoins métaboliques de base. La déshydratation, dans les facteurs de risque, c'est surtout la durée du jeûne, les conditions climatiques, l'effort physique intense ou bien un travail physique, un travail laborieux, un travail manuel. Et puis la polyurie osmotique, ça veut dire quoi? C'est en fait, c'est les patients dans le diabète, l'un des signes cardinaux du diabète, c'est d'avoir cette tendance à faire beaucoup pipi, uriner beaucoup, et donc c'est ce qu'on appelle la polyurie osmotique. Et donc c'est plus fréquent quand le diabète il est déséquilibré. Et puis les thromboses. Alors les thromboses, parce qu'il y a un état d'hypercoagulabilité, ça peut donner des phlébites, voire même une embolie pulmonaire. Et ce qui favorise les thromboses, c'est l'hyperglycémie, l'hypovolémie, ça veut dire la déshydratation, et puis une augmentation de la viscosité sanguine qui est fréquemment retrouvée chez le patient diabétique. Alors, 90 millions de diabétiques musulmans, ça fait beaucoup. 45% des patients diabétiques de type 1 et 80% des patients diabétiques de type 2 vont jeûner, selon une étude épidémiologique internationale sur le diabète. 60% des patients diabétiques de type 2 et 70% des patients diabétiques de type 1 reçoivent un avis spécialisé et un ajustement thérapeutique éventuel durant le mois de Ramadan. Ça veut dire la moitié ne le fait pas, ne le reçoit pas. Alors, un petit mot quand même sur la physiopathologie. Je sais que le public n'est pas forcément médical, mais il est très important de rappeler quelques principes de base. Alors, donc là, dans la première figure, si vous voulez, donc là, on a un sujet sain qui n'est pas diabétique, qui va manger. Donc, forcément, quand on mange, ben, la glycémie, elle va augmenter. La glycémie augmente, l'insuline va être sécrétée. Et quand l'insuline va sécréter, ben, c'est un signal. C'est un signal en fait qui va être envoyé au muscle pour dire au muscle j'ai besoin de stocker ce surplus de glucose dans ce qu'on appelle le glycogène. Donc c'est une forme complexe du glucose qui va être stocké dans le muscle, mais également dans le foie. Donc l'insuline, elle va stimuler cette voie.
On ne va pas s'intéresser à la deuxième voie. Maintenant, quand un sujet sain qui n'est pas diabétique va jeûner, c'est-à-dire il n'a pas de nourriture, donc la glycémie aura tendance à baisser, ce qui fait diminuer le taux d'insuline, qui est également un signal. Parce que quand le taux d'insuline diminue, bah forcément, ça va inhiber cette voie de glycogénèse, c'est-à-dire de formation du glycogène, et ça va stimuler une voie qui est la glycogénolyse, c'est-à-dire le glycogène qui était stocké dans le muscle et dans le foie comment dire, va être utilisé pour libérer du glucose, qui va faire augmenter la glycémie parce qu'on a besoin d'avoir un taux de glycémie, une glycémie qui est stable dans le sang. Cette diminution du taux d'insuline va également stimuler une autre voie qui est la néoglucogénèse, c'est-à-dire le foie va fabriquer du glucose, va fabriquer du sucre à partir de substrats qui ne sont pas glucidiques, pyruvate, etc. Et d'autres substrats, mais le plus important, c'est le pyruvate. Maintenant, chez le sujet diabétique, quand il jeûne, qu'est-ce qui se passe? Alors, il ne mange pas, la glycémie va baisser, sauf que problème, l'insuline, soit il n'en a pas, notamment chez le sujet diabétique de type 1, ou chez le sujet diabétique de type 2, il y a ce qu'on appelle une insulinorésistance. Donc l'insuline, elle est disponible, mais les tissus ne répondent pas très bien à l'insuline. Donc, ce qui se passe au niveau du muscle, ben, la même chose que chez le sujet sain qui ne mange pas, le glycogène qui est stocké dans le muscle va être utilisé pour libérer du glucose pour faire augmenter la glycémie. Sauf que, vu qu'il n'y a pas d'insuline, donc en fait, il n'y a pas de rétrocontrôle. C'est-à-dire, l'insuline ne va pas réaugmenter pour dire aux muscles et au foie, stop, c'est bon, la glycémie, elle a bien augmenté, je n'ai plus besoin. Donc, ce qui se passe au niveau du muscle, c'est qu'en fait, il va libérer tout le glycogène qu'il a à disposition. Et donc, en fait, ça va provoquer les crampes ou ça va provoquer la fatigue que le diabétique rencontre. Et également, comme chez le sujet sain non diabétique quand il jeûne, la même chose chez le diabétique quand il jeûne, on va faire cette voie de néoglucogénèse, c'est-à-dire fabriquer du glucose à partir de substrats non glucidiques. Le problème, c'est que c'est tellement excessif vu qu'il n'y a pas ce rétrocontrôle, eh ben, il y aura ce qu'on appelle une cétogenèse, c'est-à-dire on va fabriquer des corps cétoniques. Et les corps cétoniques, c'est des produits toxiques pour l'organisme. Donc ça, c'est un petit peu pour expliquer pourquoi il y a de l'hyperglycémie, entre guillemets, chez un sujet diabétique qui jeûne, même au cours du jeûne. Alors, maintenant, il faut savoir sur les variations physiologiques liées à l'inversion du rythme alimentaire durant le ramadan chez le patient qui n'est pas diabétique. Il faut savoir, dès le 7e jour, il y a une diminution de la moyenne des glycémies et des insulinémies, c'est-à-dire le taux d'insuline dans le sang, qui diminue, ainsi que l'amplitude des pics de glycémie et d'insuline. Alors, tout ça pour vous dire qu'en fait, même chez le sujet sain, il peut avoir des hypoglycémies, il peut avoir des perturbations durant le ramadan. Alors, bien sûr, le ramadan, c'est très bon pour la santé. Le jeûne est très bon pour la santé de manière générale. Ça a été prouvé d'ailleurs que le jeûne pendant le mois de ramadan augmentait l'expression de gènes anti-inflammatoires et antioxydants qui sont donc protecteurs contre des cancers. Mais il faut savoir que le jeûne, c'est un risque métabolique, notamment pour les personnes diabétiques. Et c'est pour ça qu'il est important de réaliser une évaluation médicale en pré-ramadan. Je vois qu'il y a un chat. Hasina qui nous demande quels sont les diabètes de type 1 et de diabète de type 2. Alors, effectivement, je vais le préciser. Le diabète de type 1, alors pour être très généraliste, les diabétiques de type 1, c'est généralement le diabète du sujet jeune, c'est-à-dire c'est une maladie en fait auto-immune qui se manifeste généralement chez le sujet jeune et c'est un patient en fait qui n'a pas d'insuline. Il n'a pas de sécrétion d'insuline par son pancréas. Alors que le diabétique de type 2, en fait, c'est du fait de l'alimentation, c'est du fait de l'obésité et de ce qu'on appelle de manière générale le syndrome métabolique, c'est-à-dire de ne pas avoir une bonne hygiène de vie généralement. On développe ce diabète de type 2 où il y a plutôt une histoire d'insulinorésistance et non pas d'insulinopénie, c'est-à-dire il y a quand même de l'insuline, mais cette insuline ne fonctionne pas très bien
parce que du fait de toutes ces comorbidités, ça fait qu'ils ne fonctionnent pas très bien et on développe un diabète de type 2. Alors, en retour sur l'évaluation médicale en pré-ramadan, ça permet de déterminer le risque lié au jeûne. Alors, le jeûne du ramadan, bien sûr, c'est une décision importante et qui est personnelle et qui devrait être prise par la personne diabétique en concertation avec son médecin traitant. Le plus souvent, les patients, ils insistent quand même pour jeûner. Il faut savoir que quand même, cette consultation de pré-ramadan qui permet donc de déterminer le risque lié au jeûne, qui est un risque donc individuel, et d'éclairer le patient pour une prise de décision appropriée. C'est le patient qui décide, c'est pas le médecin, mais c'est important en fait d'avoir cette concertation pour comprendre les risques. Alors, il est très important, durant cette consultation, d'évaluer l'équilibre glycémique. Et le jeûne, je vous dis tout de suite, il n'est pas autorisé si vous avez une hémoglobine glyquée qui est supérieure à 10%. Si elle est supérieure à 10%, c'est que votre diabète n'est absolument pas équilibré et que donc le jeûne comporte un risque métabolique important. Il est également non autorisé si le patient présente des hypoglycémies fréquentes ou encore pire, non ressenties. Parce qu'il y a des hypoglycémies, en fait, quand l'hypoglycémie, elle est ressentie, c'est-à-dire que le patient ressent l'hypoglycémie, il a faim, il a des sueurs, etc. Donc, il sent qu'il est en hypoglycémie, il utilise son glucomètre, il retrouve l'hypoglycémie, il va se resucrer. Le problème, chez certains diabétiques, quand le diabète est très évolué, eh ben, l'hypoglycémie, elle n'est pas ressentie. Le patient ne ressent plus ces hypoglycémies, mais elles existent bel et bien. Bah, alors pourquoi il ne les ressent pas? Parce qu'en fait, c'est de la neuropathie diabétique qui se développe chez le diabétique et cette neuropathie diabétique fait que le seuil de sensation de l'hypoglycémie va être abaissé, ce qui fait qu'il ne ressent plus des hypoglycémies alors qu'un sujet sain ou un sujet diabétique en début d'évolution de la maladie peut les ressentir. Il est également contre-indiqué le jeûne en cas de diabète instable, de survenue de complications métaboliques aiguës durant les 3 derniers mois, c'est-à-dire les hypoglycémies sévères, l'acidocétose, l'état hyperosmolaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces maladies, ce n'est pas le sujet du jour. Il faut également, durant cette consultation de pré-ramadan, rechercher toute comorbidité pouvant s'aggraver par un jeûne, notamment une maladie rénale chronique. Quand vous avez une clairance inférieure à 60 ml par minute par 1,72 m, donc là, il ne faudrait pas jeûner en principe. Une insuffisance hépatocellulaire, un langor instable, c'est-à-dire une maladie cardiaque qui est instable, une cardiopathie ischémique instable ou une insuffisance cardiaque. Il est important dans cette consultation de faire un ajustement thérapeutique éventuel si c'est nécessaire et de rappeler les règles hygiéno-diététiques. Alors, il faut savoir également que le jeûne est contre-indiqué en cas de grossesse. C'est très important, la femme enceinte ne doit pas jeûner parce qu'il y a un risque fœtal et un risque maternel. La femme enceinte, c'est pas une seule personne, c'est 2 personnes et c'est tout à fait admissible qu'un enfant jusqu'à un certain âge ne jeûne pas. Alors pourquoi ça serait pas admis qu'un fœtus ne jeûne pas? Un fœtus n'est pas censé jeûner. C'est également contre-indiqué si vous avez une infection sévère en cours, si vous avez un asthme sévère, si vous avez un cancer, si vous avez une macroangiopathie avancée, c'est-à-dire tout ce qui est AVC, tout ce qui est cardiopathie ischémique importante, euh, et tout ce qui est en fait infection aiguë, euh, affection aiguë, pardon, de manière générale, quand elle se manifeste durant le ramadan, il ne faut pas jeûner. Alors, et on rappelle ce que le Coran nous dit en fait. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. Donc le Coran, il nous dit que ce jeûne, ceux d'entre vous qui malades ou en voyage aura été empêché de l'observer, devra jeûner plus tard s'il peut, sinon devra assumer la nourriture d'un pauvre. Donc en fait, même le Coran nous dit que si on est malade, si on ne peut pas, on ne doit pas jeûner. On peut ne pas jeûner en tout cas. Alors là c'est pas, je vais pas détailler cette diapo, c'est pour le public un petit peu médical, mais ils pourront le voir par la suite. Donc c'est juste pour voir en fait que là c'est la Fédération internationale du diabète qui a établi en fait un score
qui permet de déterminer le risque lié au jeûne chez le patient diabétique. Donc, comme on peut voir, le fait d'être enceinte, c'est 6,5, c'est énorme. Le fait d'avoir des hypoglycémies, 6,5. Le fait d'avoir des macroangiopathies, des complications du diabète, 6,5 également. Voilà, c'est juste pour rappeler qu'en fait, que la Fédération internationale du diabète établit ses consensus et que ce que je vous dis, en fait, c'est donc, en fait, c'est basé sur des études. Donc là, on évalue les risques, mais là, je vous ai mis la diapo, en fait, qu'il faut peut-être retenir. Le plus important, c'est que, en fait, on va stratifier trois risques. Il y a le risque faible ou modéré pour les patients qui sont bien contrôlés sous règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire sans médicaments, ou bien sous metformine, sous glitazone, on va voir c'est quoi, et des traitements ciblant les incrétines, on va voir un petit peu, je vous dirai c'est quoi. Autrement dit, les diabétiques en bonne santé, eux, sont autorisés à faire le jeûne, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont à risque faible ou modéré. Par contre, si vous avez un diabète du type 1, même s'il est bien contrôlé, vous êtes déjà à risque élevé. Si vous avez un diabète de type 2 mal équilibré ou avec une hémoglobine glyquée entre 7 et 9, 7-9%, également c'est un risque élevé. En cas de maladie rénale chronique modérée, en cas de diabète de type 2 mais qui est sous insuline, en cas de complications macrovasculaires stables, de sujets âgés qui vivent seuls, qui prend des traitements hypoglycémiants, c'est-à-dire ce qui est insuline et sulfamide. En cas d'activité physique intense dans le cadre du travail, par exemple ceux qui travaillent dans des chantiers et qui sont diabétiques, ben, il y a un risque élevé. Les patients sous traitement affectant l'état mental également, parce qu'en fait, on estime qu'ils ne sont pas capables de gérer leur glycémie tout seuls. Les patientes enceintes, comme on a dit, même si elles ont un diabète bien contrôlé. Un risque très élevé quand on a des antécédents d'hypoglycémie sévère, d'acidocétose ou de coma hyperosmolaire, d'antécédents d'hypoglycémie récurrente et en cas d'hypoglycémie passée inaperçue, c'est-à-dire que le patient ne ressent pas ces hypoglycémies, c'est très dangereux. Un diabète de type 1 qui est mal contrôlé, de type 2 qui est mal équilibré avec l'hémoglobine glyquée supérieure à 10%, et ça j'insiste dessus, parce qu'il y a beaucoup de patients diabétiques qui ont une hémoglobine glyquée élevée, mais qui jeûnent quand même. Donc là, c'est une contre-indication absolue. Une maladie rénale chronique avancée ou un patient dialysé. Des complications macrovasculaires avancées, c'est-à-dire tout ce qui est AVC, tout ce qui est cardiopathie ischémique. En cas de maladie aiguë intercurrente, comme on l'avait dit tout à l'heure, et la patiente enceinte avec un diabète déséquilibré. Alors, il faut savoir que ces stratifications des risques, c'est basé sur des consensus d'experts. On n'a pas, on n'a pas fait d'études vraiment d'études de grande ampleur pour faire un niveau de preuve très élevé, mais c'est un consensus d'experts bon, qui quand même a le mérite d'exister. Alors, maintenant, on va parler de la prise en charge du patient diabétique pendant le mois de Ramadan. On attaque le vif du sujet. Alors, donc, généralité, il faut d'abord individualiser la prise en charge thérapeutique. Alors, il n'y a pas qu'un seul diabète. Chaque patient diabétique est différent d'un autre. Il faut l'implication active du patient, c'est très important. Et puis, l'autosurveillance glycémique, elle est primordiale. Je sais que beaucoup de patients diabétiques ne surveillent pas leur glycémie, ont tendance à ne pas faire le glucomètre, mais il est très important durant le jeûne de le faire, notamment chez les patients qui sont sous insuline ou qui prennent des sulfamides hypoglycémiants, c'est-à-dire glyclazide, glipizide, etc. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le diamicron, l'amarel, Downhill, c'est les non commerciaux. Il faut arrêter le jeûne immédiatement, et ça, il faut le noter. Si vous avez une glycémie qui est inférieure à 0,6 g par litre, si vous avez une glycémie inférieure à 0,7 dès le début du jeûne, avec en plus, si vous prenez des médicaments à risque hypoglycémique, c'est-à-dire l'insuline et les sulfamides, si vous avez des signes fonctionnels d'hypoglycémie, vous ressentez l'hypoglycémie, ou si au contraire, vous avez une hyperglycémie, vous avez une glycémie supérieure à 3 g par litre. Donc là, il faut arrêter le jeûne. Alors, les hypoglycémies, je vous ai mis un petit tableau pour rappeler les signes. Donc, en cas, l'hypoglycémie, vous aurez des sueurs, des tremblements, des palpitations, une pâleur, de l'anxiété, une perte d'équilibre. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle des signes noradrénergiques, parce qu'en fait, quand on a une hypoglycémie, votre corps va répondre à cette hypoglycémie en sécrétant
des hormones de contre-régulation, c'est-à-dire tout ce qui est glucagon, adrénaline, cortisol, somatostatine. Et ces hormones, en fait, quand elles sont sécrétées, eh ben, elles vont avoir une symptomatologie, c'est des signes neurologiques, noradrénergiques du système nerveux végétatif qui vont donner ces signes. L'hyperglycémie, elle se manifeste par de la fatigue, par de la soif, vision floue, amaigrissement, haleine fruitée et des urines abondantes. La déshydratation, les urines abondantes, c'est un mécanisme compensateur. En fait, l'organisme, d'enlever le surplus de glucose en urinant, en le diluant dans l'eau, mais le risque, c'est que vous allez avoir une déshydratation et c'est pour ça que vous allez avoir soif. La déshydratation, quand vous avez des urines maintenant qui deviennent rares, ça veut dire que vous êtes très déshydraté, que vous avez la bouche sèche et que vous avez soif. L'acidocétose diabétique, quand vous avez une haleine fruitée, sécheresse buccale, soif excessive. Alors, diététique durant le ramadan, alors la stabilité du poids, c'est important. Alors, le ramadan, pour les personnes qui ne sont pas diabétiques, ça peut être très intéressant pour perdre du poids ou au contraire gagner en masse musculaire. Ça peut être très utile. Par contre, chez le patient diabétique, c'est pas ce qu'on conseille. Mieux vaut garder une stabilité du poids à l'identique aux apports antérieurs avec une répartition qualitative adéquate de l'alimentation. Il faut savoir en fait qu'il y a 15% des gens durant le ramadan perdent du poids, 40% en gagnent et 35% vont rester stables durant le ramadan. Donc ça, c'est chez les patients qui ne sont pas diabétiques. Donc chez le patient diabétique, il y a encore plus d'instabilité. C'est pour ça qu'il faut veiller à garder, c'est-à-dire le même apport calorique que ce que vous avez avant pour garder un poids stable. C'est pas le moment pour un diabétique, le ramadan, c'est pas le moment pour perdre du poids ou gagner du poids. L'hydratation, elle est primordiale et qui doit être répartie sur la période d'alimentation. Donc toute la soirée, il faut boire en fait de manière régulière. Et surtout au moment du suhoor, il faut boire encore plus. Et attention à la consommation de thé et de café, parce que le thé et le café, ce n'est pas que de l'eau, c'est surtout des diurétiques. Ça donne encore, ça fait uriner, donc en fait, ça fait perdre de l'eau. En fait, l'eau pure est à privilégier, ou bien les tisanes. Et il y a même des tisanes qui sont antidiabétiques. En fait, c'est des tisanes à base de frêne, d'olivier, de romarin, avec quelques épices que vous pouvez rajouter, par exemple tout ce qui est gingembre, curcuma, la cannelle, qui sont des antioxydants. Donc ça peut être très intéressant. Il faut également manger lentement parce que quand on mange lentement, on va ralentir l'absorption des glucides, donc on ne va pas avoir ce pic d'hyperglycémie très important après le phtor, par exemple. Durant le phtor, il faut éviter les aliments qui sont riches en matières grasses et en sucre, mais les carbohydrates simples, c'est-à-dire tout ce qui est simple, vraiment glucose et fructose comme des dattes sont autorisés. Le suhoor, il faut privilégier par contre les carbohydrates complexes parce que en fait, leur absorption et leur digestion va être plus longue et répartie dans toute la journée et vous aurez assez de carburant pour le jeûne. Donc, on va revoir un petit peu rapidement ces notions. Il faut manger également selon les besoins. Ça, c'est, je pense, le point le plus important. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Alors, il ne faut pas manger trop. Parce que même si vous jeûnez, en fait, vous allez être vite rassasié. Donc, ça ne sert à rien de manger trop. Il faut privilégier la qualité des aliments à la quantité. Et à ce propos, donc, on rappelle en fait ce qui est dit dans le Coran. Euh, donc, en fait, dans le Coran, on dit bien qu'il ne faut manger et buvez et ne commettez pas d'excès. Donc, il faut manger en fait et boire modérément, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Euh, et puis, ça nous dit également, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibat ma razaqnakum. Alors, tayyibat, c'est pas juste ce qui est halal, c'est également en fait ce qui est sain, ce qui est bien produit, ce qui est bon pour la santé en fait. Donc, en fait, il faut manger des aliments sains et qui sont bien acquis. Alors, le prophète également, il dit que le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient qui soit pire que son ventre. Il lui suffit pourtant de quelques bouchées pour se maintenir debout. Cependant, s'il lui faut plus que cela, que ce soit un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour sa respiration. Ça, c'est un hadith authentique.
Et également, il est dit que le prophète a dit, nous sommes un peuple qui ne mange que s'il a faim, et s'il mange, c'est sans excès. Donc, c'est très important de ne pas manger en excès. Alors, l'assiette équilibrée, c'est quoi? Bon, vous avez des protéines, vous avez des lipides et vous avez des glucides. Au niveau des protéines, c'est à peu près 20 à 30%, poisson, volaille, produits laitiers, œufs. Il ne faut pas dépasser 1,2 g par kilo par jour si vous n'avez pas d'insuffisance rénale. Par contre, si vous avez une insuffisance rénale, le seuil est encore plus bas, c'est 0,8 g par kilo par jour à 1 g par kilo par jour selon le stade d'insuffisance rénale. Concernant les lipides, c'est 30 à 35%, en privilégiant tout ce qui est poisson gras comme le saumon, truite, les avocats, les huiles végétales de bonne qualité, les produits laitiers non allégés et les graines oléagineuses, c'est très bien, graines de sésame, de courge, de nigel, etc. Concernant les glucides, c'est 40 à 45%, en privilégiant les aliments à index glycémique bas. On va voir c'est quoi l'index glycémique très rapidement. Également les féculents. Donc les féculents, c'est des glucides complexes, donc qui vont avoir du temps à s'absorber et qui ne vont pas augmenter la glycémie trop rapidement. Tout ce qui est glucides simples, vous pouvez manger les fruits, mais encore pas tous les fruits et surtout pas en excès. Enfin, vous pouvez manger tous les fruits, mais certains fruits, il faut vraiment euh, pas en manger trop, et d'autres fruits, vous êtes plus autorisé à en manger plus quand vous êtes diabétique. Et les légumes riches en fibres, bien évidemment. Alors, au niveau de ces glucides, il est très important de répartir en fait. Donc, si vous mangez par exemple, si vous faites un suhoor, au suhoor, vous allez prendre 30 à 40% de votre ration de glucides dans la journée. Et au ftour, vous prenez 50 à 60%, et puis vous pouvez garder 10 à 20% de glucides dans la soirée si vous avez une petite fringale. Alors, l'index glycémique, c'est quoi? C'est tout simplement le pouvoir hyperglycémiant d'un aliment donné par rapport à un aliment de référence qui est le pain blanc ou le sucre. Parce que le pain blanc ou le sucre tout simple, il a un index glycémique de 100%. C'est-à-dire, c'est le produit avec le pouvoir hyperglycémiant le plus important. Et donc, on va comparer chaque aliment par rapport à ce pain blanc et à ce glucose, et on va voir son pouvoir hyperglycémiant, son pouvoir à provoquer une hyperglycémie et de quelle manière et à quelle rapidité. Alors, deux aliments contenant la même quantité de glucides n'ont pas le même pouvoir hyperglycémiant, indépendamment de leur structure biochimique. Ça, c'est très important parce que ça dépend de la texture, du temps de cuisson. Ça dépend également de la présence ou non de fibres qui va diminuer le pouvoir hypoglycémiant, de la matière grasse, de la technique d'industrialisation, je vais y arriver, et donc, on arrive à avoir des aliments avec index glycémique élevé comme le pain blanc, les pains complets industriels, les pâtes trop cuites qui sont collantes. Donc, quand elles sont collantes, ça veut dire qu'il y a un index glycémique élevé. Par contre, quand elles sont al dente, quand elles sont pas trop cuites, l'index glycémique, il est faible. Il est faible également pour le pain complet artisanal, pour les légumes secs, pour les fruits ou les pâtes à tartiner, parce que la pâte à tartiner, elle est mélangée avec la matière grasse, donc ça va diminuer en fait le taux, le pouvoir hyperglycémiant des sucres contenus dans la pâte à tartiner. Alors ça, vous allez pouvoir le voir tranquillement en revoyant le replay. Donc, en fait, vous avez des aliments, il faut connaître un petit peu, c'est la base hein, pour un diabétique, de connaître un petit peu les aliments qui ont un index glycémique élevé et les aliments qui n'ont pas d'index, qui ont un index glycémique bas. Et petite aparté par rapport aux fruits, donc vous voyez que par exemple l'ananas, banane, mangue et pastèque, ils ont un index glycémique élevé par rapport à la cerise, abricot, pêche, poire, pomme, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en consommer. On peut en consommer. Mais par exemple, en plus, la banane, si vous la prenez trop mûre, l'index glycémique, il est supérieur à 70, à 70%. Donc, il faut faire également attention euh, à la, enfin, à la maturité du fruit. Alors ça, c'est par exemple l'exemple d'une assiette bien équilibrée, hein, enfin, vous avez votre pastèque, vous avez 2 cuillères d'huile. Ça, c'est par exemple un exemple pour le suhoor, hein. Là, vous avez des féculents avec du riz, vous avez aussi des lentilles, vous avez une volaille blanche, vous avez de la volaille, vous avez de la viande blanche, et vous avez
des légumes avec contenant des fibres, donc ça c'est parfait avec de l'eau comme boisson. Bon, ça c'est d'autres exemples. Alors, là, je vous laisse un QR code que vous pouvez prendre. En fait, ce QR code va vous renvoyer, en fait, sur des recettes pour le ramadan. Ça peut être intéressant pour certains. Ils n'ont pas d'idée. Pour le ramadan, en fait, c'est des recettes, faites pour le diabétique durant le ramadan et là, ça nous donne des exemples sur ce que, un patient diabétique, peut manger pour garder un diabète équilibré durant le mois de ramadan. Alors là, c'est très intéressant parce qu'ils ont fait le suhour, ils ont fait l'iftar et ils ont fait l'isha. Parce qu'en fait, dans certains pays, dans certaines communautés, si je puis dire, ils mangent durant l'iftar quelque chose de plutôt simple comme un petit déjeuner salé, et puis après, 2 heures après, ils font le vrai repas. Donc ça peut être très bien hein, également. Donc voilà, vous pouvez prendre le QR code si vous voulez. Bon, de toute manière, vous pouvez revoir le replay, je pense, et comme ça, vous aurez les QR codes, sinon je vous les enverrai. Alors le Coca-Cola, j'en parle parce que le soda, c'est important d'en parler. Le soda, c'est contre-indiqué en fait, même en dehors du jeûne en fait, le soda. Donc par exemple, dans une canette de Coca de 33 centilitres, vous avez 7 morceaux de sucre, hein. Donc c'est très, très important parce qu'elles sont très sucrées et en plus, elles provoquent des perturbations réactionnelles de l'insuline qui peuvent être très importantes. Donc le soda, c'est niet et également le jus de fruits. En fait, le jus de fruits, un verre de jus de fruits, de jus d'orange industriel, eh ben, il contient l'équivalent de 7 morceaux de sucre comme un Coca. Donc même les jus de fruits, c'est pas bon. En fait, mieux vaut presser votre jus, encore mieux le manger avec sa chair parce qu'en fait, la chair, il y a des fibres. Et comme on a dit, le fait que le sucre est mélangé à des fibres, eh ben, ça diminue le pouvoir hyperglycémiant des sucres contenus dans le fruit. Alors que si vous les pressez, vous enlevez les fibres, vous enlevez la chair, et donc le pouvoir hyperglycémiant va être plus important. Alors, les édulcorants, je voulais en parler un petit peu. Alors, les édulcorants, c'est pas la bonne chose parce que les édulcorants, ça va renforcer l'appétence pour le sucré et le pouvoir et leur pouvoir sucrant, il est élevé. Il y a un plus faible pouvoir satiétogène que le glucose avec des risques d'hyperphagie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez moins de satiété en prenant un Coca zéro qu'un Coca normal. Et vous avez un risque d'hyperphagie, c'est-à-dire de manger plus parce que vous n'êtes pas rassasié. Et en plus, on n'a pas d'informations scientifiques sur les interactions des édulcorants avec les médicaments et on ne connaît pas les effets sur la santé pour les prises importantes au long cours. Et les édulcorants, ben, je vous les ai mis ici, l'aspartame, c'est le plus connu, mais vous avez également la stevia, qui est également un édulcorant, et vous en avez plein d'autres. Et d'ailleurs, faites attention quand on vous marque sur vos produits que vous achetez en supérette, sans sucre ajouté, généralement, c'est le piège. Sans sucre ajouté, ça veut généralement dire qu'il y a des édulcorants, donc c'est pas forcément bon pour la santé. Concernant les dates, alors je voulais en parler parce que de tradition, on mange les dates pour rompre le jeûne, et ça, c'est très très bien. C'est super. Par contre, il faut choisir des dates fraîches parce que les dates fraîches, elles ont un pouvoir hyperglycémiant moins important que des dates qui sont trop mûres. Il faut consommer 1 à 3 dates au top, pas plus. C'est pas 10 ou 20, etc. Avec un petit temps de latence de 10 minutes avant d'attaquer le top. Donc, pourquoi ces 10 minutes? Et c'est très bien dans la tradition en fait prophétique, on le retrouve. Donc, on mange les dates, on fait la prière, puis on mange. C'est très bien parce qu'en fait, le fait de manger les dates et de laisser un temps de latence, ça permet au système digestif en fait de se relancer. C'est le temps nécessaire pour que le système digestif sécrète les enzymes nécessaires. Et quand vous allez manger, eh ben, vous aurez toutes les enzymes qui sont déjà prêtes et donc vous aurez une meilleure digestion, une meilleure absorption des nutriments. L'activité physique, on doit en parler parce que 60% des patients diabétiques ont tendance à augmenter ou à maintenir leur activité physique et sportive au cours du mois de Ramadan. Ça, c'est l'étude internationale sur le diabète et le Ramadan qui a démontré ça. Alors, pourquoi? Généralement parce que le patient diabétique, il est souvent en surpoids et il pense que durant le ramadan, c'est l'occasion de perdre le poids. Alors que comme je vous l'ai dit, c'est souvent un échec, c'est pas très bien parce que ça va provoquer trop de perturbations et donc ils vont augmenter leur activité physique, mais ça va provoquer
des hypoglycémies qui, comme on a dit, peuvent être redoutables. Donc, l'activité légère et modérée est préconisée durant ce mois. L'activité physique sportive intense est à éviter parce qu'on a dit un risque majoré d'hypoglycémie. Quand vous avez un diabète de type 1, vous pouvez faire une activité physique, mais qui doit être raisonnable et éviter de la pratiquer avant le phtol. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple des promenades après le phtol pour faciliter la digestion, c'est très bien. Le diabétique de type 2, s'il est bien contrôlé, il peut faire une activité physique et même sportive modérée juste avant le phtol ou bien 2 heures après le phtol, mais sans se surmener encore une fois. Alors, très important de rappeler que le tarawih, hein, c'est considéré comme faisant partie de l'activité physique quotidienne. Donc, en fait, c'est une activité physique à part entière, qui est même modérée, parce qu'elle est quand même assez intense, c'est pas juste une promenade. Et puis l'importance du sommeil et de ne pas trop inverser le rythme circadien. On a tendance en fait à inverser le rythme alimentaire, forcément on est obligé si on fait le ramadan, mais il faut essayer quand même de faire des nuits avec un sommeil réparateur. Alors, l'ajustement thérapeutique du patient diabétique de type 2 dans le ramadan, bon, il faut quand même en parler parce que selon le médicament que vous avez, on peut discuter certains ajustements, que vous devez en discuter avec votre médecin. Le but de la présentation, c'est de vous dire, voilà, si vous avez ça ou vous avez ça, bah, il faudrait quand même penser à faire des ajustements. Euh, donc, c'est pour ça que j'en parle, mais il faut en parler toujours à son médecin. Donc, si vous avez, donc on va parler de 2 cas de figure, les patients pour le diabétique de type 2, les patients sous antidiabétiques mais qui n'ont pas d'insuline et les patients diabétiques de type 2 qui ont quand même de l'insuline. Alors, si vous avez de la metformine, il y a un risque faible d'hypoglycémie. Donc, de manière générale, pas besoin de faire des modifications dans la prise, sauf si vous avez une prise de 3 fois par jour. Par exemple, si vous avez de la metformine 1000 mg 3 fois par jour, ce qui est le plus souvent, eh ben, vous prenez 2 tiers de la dose au phtol, c'est-à-dire vous prenez celle du midi et celle du soir au phtol, et vous prenez celle du matin, vous la prenez au sphole. Quand vous prenez de la metformine à libération prolongée, alors ça n'existe pas dans tous les pays, il y a le format apometformine, Glumetza, diaformine. Ça, c'est très bien durant le ramadan parce qu'en fait, son action, elle est prolongée dans le temps et donc ça ne va pas provoquer d'hypoglycémie et ça offre une meilleure sécurité. Mais même si on a la metformine normale, qu'on connaît le glucophage, il n'y a pas de problème. Si on respecte pour la prise 3 fois par jour, respecter cette répartition. Si vous avez des sulfamides hypoglycémiants, c'est là où il y a le risque hypoglycémique qui est très élevé, notamment sous glibenclamide. Glibenclamide, c'est le glyclazide, glipizide, glimépiride. Tous ces traitements, donc en fait, provoquent un risque hypoglycémique plus élevé. Quand même, il y a une relative sécurité du jeûne selon c'est l'Association américaine du diabète et l'Académie américaine du diabète et les recommandations d'Asie du Sud. Bon, mais de manière très générale, il y a un risque hypoglycémique qui est plus élevé, donc il faut faire une évaluation individuelle de ce risque et d'adaptation souvent nécessaire. Si, par exemple, le contrôle glycémique est stable avant le ramadan, il est recommandé de changer la prise habituelle matinale au phtol. Donc, au lieu de le prendre le matin au sphole, il ne faut pas le prendre au sphole, il faut le prendre plutôt le soir au phtol. Si maintenant le patient est habituellement sous 2 prises par jour de sulfamide hypoglycémiant, il devra prendre sa dose du petit déjeuner au phtol et celle du soir, il doit la baisser de 50% parce que ça va provoquer des hypoglycémies s'il le prend au soir et alors qu'il va jeûner après. Donc, il y a une autre classe également, c'est ce qu'on appelle les glinides. Les glinides, en fait, c'est des apparentés aux sulfamides où il y a un risque hypoglycémique moindre comparé aux sulfamides. Et donc, il y a quand même une sécurité par rapport à cette classe thérapeutique. Les patients sous traitement ciblant les incrétines, il y a beaucoup de patients maintenant qui sont sous gliptine, donc c'est pour ça que je devais en parler. Alors ça, c'est les DCI, mais peut-être vous connaissez sûrement les noms commerciaux, c'est-à-dire Xelevia, Januvia, Vipedia, Trajenta.
Donc ces traitements, en fait, durant le mois de Ramadan, il y a un risque hypoglycémique qui est très faible et donc généralement, on peut les prendre en toute sécurité. Et quand on prend les agonistes du récepteur du glucagon-like peptide 1, c'est-à-dire GLP-1, ils font l'objet de recommandations spécifiques. Par exemple, si vous avez le Trulicity, pas de modification. Si vous avez le Victoza, il faut maintenir la même dose à réaliser par contre au phtor. Si vous avez le Bieta, il faut faire une injection du matin. L'injection du matin, elle va être réalisée au phtor et celle du soir réalisée au soir. Vous inversez, ce qui est tout à fait logique. Si vous avez une association avec des antidiabétiques oraux, eh ben, il faut voir les recommandations par rapport à ces antidiabétiques. Si c'est associé à l'insuline, l'insuline de base doit être titrée. Mais ça, on va le voir quand on va parler d'insuline. Doit être titrée, l'insuline basale doit être titrée selon les glycémies de la fin de journée généralement, avec une administration plutôt au coucher. Donc quand on dort, pas forcément au moment du phtor. Mais ça, on va le voir. Alors, je ne vais pas en parler de cette classe parce qu'elle est interdite en Europe et je pense que c'est le cas des pays du Maghreb. C'est la rosiglitazide. Les patients sous Forxiga et Jardiance, pas de modification de la dose. On peut les prendre durant le phtor, mais par contre, il ne faut pas débuter le médicament juste avant ou durant le ramadan. Si vous êtes habitué à prendre ce médicament depuis un certain temps, il n'y a pas de problème, mais il ne faut jamais le débuter durant le ramadan. Et c'est important de bien s'hydrater avec ces médicaments. Les patients sous inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, c'est également très rare qu'on en voit encore. Généralement, le risque hypoglycémique, il est négligeable, donc on peut le prendre durant le ramadan, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est juste ce qu'on vient de dire, en fait, c'est le tableau récapitulatif que vous pouvez retrouver par la suite en voyant le replay. Comme ça, vous aurez toutes les idées en place. Maintenant, si vous êtes patient diabétique de type 2 et que vous prenez de l'insuline, il faut savoir en fait que le but de cette insuline, c'est de maintenir une glycémie à jeun qui est correcte et plus ou moins corriger les excursions postprandiales. Toutes postprandiales, c'est-à-dire après le repas. Donc, tout en évitant le risque hypoglycémique qui est certes plus faible comparé aux patients diabétiques de type 1, mais qui reste majoré. Donc là, on parle des patients diabétiques de type 2 qui prennent de l'insuline. Il faut toujours privilégier l'insuline analogue. Je pense que 90% des diabétiques qui prennent de l'insuline analogue. Donc, si ça vous parle pas, l'insuline analogue, en fait, c'est forcément ce que vous avez, c'est les stylos bleus, rouges, etc. C'est de l'insuline analogue. Alors, quand on a une insuline basale, l'analogue lent, la Lantus par exemple, donc en fait, l'insuline lente, il faut diminuer la dose de 10 à 30% pendant le ramadan. L'insuline NPA, j'en parle pas, c'est l'insuline intermédiaire, elle est très rarement prescrite. Si vous avez maintenant deux injections, c'est-à-dire vous avez deux basales, il faut prendre la dose la plus importante au phtor et celle du suhoor, il faut la diminuer de 30 à 50%. Et il faut ajuster en fonction de la glycémie au réveil. Si vous avez trois injections, là on n'en parle pas parce que c'est généralement des prémix, donc c'est l'insuline mixte. Quand vous avez un schéma basal bolus, c'est-à-dire vous avez une base, vous avez la basale, la lentus, et vous avez plusieurs insulines rapides que vous avez l'habitude de prendre avant les repas. Donc la basale, avant le phtor, vous ne changez pas la dose. Les bolus, souvent à augmenter durant le phtor. Par contre, durant le suhoor, il faut diminuer de 50% la rapide. Le bolus, quand je dis bolus, c'est-à-dire la rapide, l'insuline rapide. Le schéma avec bolus prandio, eh ben, bon, là, il n'y a pas de problème, il y a pas d'ajustement. En fait, il faut surveiller en fait, selon la glycémie que vous avez. Alors, maintenant, le patient diabétique de type 1 qui est forcément sous insuline. Donc, comme je vous ai dit, plusieurs patients diabétiques de type 1, notamment les patients équilibrés, insistent pour jeûner, mais en fait, ils réalisent un vrai défi envers eux-mêmes et envers leur médecin. Alors, il n'y a pas d'attitude bien définie parce qu'il y a peu d'études chez les diabétiques de type 1 qui jeûnent, mais on sait que le jeûne est vraiment risqué parce que voilà, c'est très pourvoyeur d'hypoglycémie et chez le diabétique de type 1, ça peut être catastrophique. Ce qui est très important, en fait, si le patient insiste quand même à jeûner, qu'il fasse une autosurveillance glycémique qui doit être primordiale. Au sphore, le matin au réveil, au milieu de la journée de jeûne, avant le phtor, 2 heures après le phtor,
et à tout moment en cas de symptômes d'hypoglycémie, d'hyperglycémie ou de sensation de malaise. Donc, il a au moins 6 fois à faire la glycémie dans la journée. Enfin, au moins 5 fois, voire 6 fois. Alors, le schéma thérapeutique basal-bolus avec des analogues est préférable, mais ça, je pense que 90% des diabétiques ont ça. Si la glycémie, elle est supérieure à 2,5, c'est-à-dire vous êtes en hyperglycémie, vous pouvez corriger par une rapide, même si vous jeûnez, vous corrigez par une rapide, vous mettez 2 à 4 unités, c'est largement suffisant. Ça permet de faire rebaisser votre glycémie tout en évitant une hypoglycémie. Alors, donc, quand vous avez un schéma basal-bolus diabétique de type 1, votre basal, votre lentus, vous la baissez d'au moins 20%. C'est souvent nécessaire, voire plus. Par rapport aux analogues rapides, ce qui est préconisé, c'est de réaliser ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est-à-dire l'insulinothérapie fonctionnelle, selon ce que vous mangez, vous vous injectez de rapide. Ça change. Si vous mangez, par exemple, un plat copieux, ben, vous allez mettre plus de rapide. Si vous mangez peu, vous allez mettre moins de rapide. Comment vous pouvez savoir si vous mangez très sucré ou pas? Eh ben, c'est le comptage glucidique, c'est ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle. On peut compter combien de glucides contient une assiette. Je vais vous montrer deux applications par la suite que vous pouvez télécharger. Donc, ça permet d'adapter les doses d'insuline rapides au repas. Sinon, si vous n'avez pas, voilà, si vous avez la flemme, tout simplement, si vous n'avez pas l'éducation thérapeutique nécessaire pour réaliser ça, généralement, au moment du suhoor, ce qui est important, c'est que votre rapide, généralement, il faut toujours la baisser de 30 à 50%. Celui de midi, forcément, vous le supprimez parce que vous ne mangez pas à midi si vous jeûnez. Au moment du ftour, il faut généralement ajuster selon la glycémie réalisée 2 heures après. C'est-à-dire le premier jour du ramadan, vous mangez, vous voyez 2 heures après combien est votre glycémie. Si vous dites que durant à chaque ftour, vous mangez à peu près pareil, donc cette glycémie, elle va vous permettre de décider combien d'insuline rapide il vous faut. Là, je vous ai mis un tableau qui rappelle en fait comment il faut faire. Donc, si vous avez une glycémie forcément inférieure à 0,7, c'est-à-dire vous avez plutôt tendance à faire de l'hypoglycémie, il faut réduire la rapide de 4 unités avant le repas. Et votre insuline basale, celle du soir que vous faites durant le ftour d'ailleurs ou après le ftour, vous la baissez également de 4 unités. Si vous avez une glycémie supérieure à 2, vous ajoutez 4 unités de basal et 4 unités de rapide. Si vous avez maintenant une glycémie entre 0,9 et 1,26, c'est-à-dire que vous êtes parfaitement équilibré, vous ne faites pas de modification, etc. Donc ça vous permet déjà d'avoir une idée. Et ça, c'est très important. En fait. L'éducation thérapeutique du patient, notamment diabétique de type 1, est très importante. Après, il y a d'autres schémas dont je n'ai pas parlé, par exemple les pompes à insuline. Alors, les pompes à insuline, il y a une sécurité qui est parfaite parce qu'en fait, ça vous dit tout de suite en fait si vous êtes en hyper ou en hypoglycémie. Et puis, en fait, le dispositif, il va donner de l'insuline s'il y a besoin. Et si vous êtes en hypoglycémie, il vous dit, vous êtes en hypoglycémie, il faut vous resucrer. Donc, c'est parfait. Les schémas avec de l'insuline ordinaire, c'est-à-dire la prémix, l'insuline intermédiaire, j'en ai pas parlé, même si elle est parfois préconisée chez 5% des diabétiques, souvent dans les pays en voie de développement et souvent chez les adolescents. Mais c'est une insuline qui est très instable et généralement, durant le ramadan, il faut préférer de passer sur une basale bolus. Donc, si vous êtes concerné par une insuline prémix, il faut en parler avec votre diabétologue pour essayer de voir de passer sur une analogue durant le ramadan au moins. Alors ça, je vous ai mis deux applications. Donc vous avez glucocompteur pour compter le nombre de glucides pour réaliser ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle. Mais ça, c'est très intéressant même chez le sujet sain ou le diabétique de type 2, c'est de savoir combien votre assiette comporte de glucides. Donc ça, c'est sur Apple et ça sur Play Store, c'est GluciCheck. Donc ça, c'est de Sanofi et ça, c'est de Roche. Bon, vous pouvez prendre en photo pour avoir les QR codes et comme ça, ou bien voilà, noter les applis. Voilà, donc moi j'ai terminé. J'espère que ça a été clair. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je sais que c'est un peu. J'ai essayé de ne pas trop charger les diapos et d'être clair et de cibler un large public.
mais je peux parfaitement concevoir que certaines notions sont peut-être un peu compliquées. N'hésitez pas à poser vos questions et j'espère que ça a été clair. Merci Voilà. infiniment, Amine, pour cette communication extrêmement passionnante. Effectivement, nous allons pouvoir passer aux questions. N'hésitez pas à utiliser donc l'onglet Q&R de Zoom ou de lever la main. La parole est à vous. Bon, soit ils ont tout compris, soit ils n'ont rien compris. Alors, Rania. Alors, hop. Là, vous voyez bien les diapos, enfin, il n'y a pas de souci. Oui, Il n'y a pas oui. eu de souci dans la présentation, d'ailleurs, enfin, j'ai pas demandé. Je pense pas. Enfin, non, non. Rania, tu as le, voilà, ouvre le micro, c'est bon. À toi. Rania, on t'entend pas, mais tu as le micro, hein. Je sais pas ce qui se passe. En attendant que Rania, bah, Rania a refermé son micro, on va passer la parole à Rania, tu as la main, vas-y. Donc, il y a un souci. Alors, écris ta question puisque ton micro ne marche pas. En attendant, nous allons donner la parole à Saliou. Voilà. Rania ou Saliou, un des deux. Vous avez les micros disponibles. Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est Saliou. Bonsoir. Oui, je souhaiterais que vous reveniez sur la diapo de début, je crois que c'est la troisième ou la quatrième, où vous avez comparé les situations de sujets diabétiques et non diabétiques avec la physiopathologie. Cette diapo-là, est-ce que vous pourriez la reprendre, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Donc en fait, là, on a comparé, en fait, c'est pour montrer trois situations. Donc chez le sujet sain qui n'est pas diabétique, quand il mange, la glycémie, elle va augmenter, le taux de glucose dans le sang va augmenter, et donc ça va sécréter l'insuline. Ça envoie un signal pour la sécrétion d'insuline par le pancréas. L'insuline sécrétée par le pancréas va stimuler une voie qui est la glycogénèse, c'est-à-dire fabriquer du glycogène. À partir de ce glucose dans le sang, il va rentrer dans le muscle, mais également dans le foie et d'autres organes. Il va être stocké sous forme de glycogène, qui sont en fait des glucides plus complexes. Et ça va être une réserve énergétique de l'organisme au moment où il en aura besoin. Et bon, l'autre voie, j'en parle pas parce que les voies enfin, j'en parle pas, c'est pas très important, mais surtout, il faut retenir ça. Enfin, c'est pas que c'est pas important, mais ça rentre trop dans le détail. Et maintenant, si vous êtes non diabétique toujours et que vous jeûnez, vous êtes un sujet sain, sans diabète, vous jeûnez, donc vous n'avez pas la nourriture, votre taux de glycémie, c'est-à-dire le glucose dans le sang, va baisser forcément. Donc l'insuline, la sécrétion d'insuline, en fait, il y a toujours une petite sécrétion d'insuline continue. C'est pour ça que chez le diabétique, on donne des insulines lentes. Il y a insuline rapide et insuline lente. Parce qu'il y a toujours une sécrétion continue d'insuline sur les 24 heures. Donc, en fait, quand vous avez la glycémie qui va baisser parce que vous n'avez rien mangé, vous avez jeûné, l'insuline, la sécrétion par le pancréas va baisser, ce qui va inhiber la voie de fabrication du glycogène et ça va stimuler deux autres voies qui sont importantes. La voie de la glycogénolyse, c'est-à-dire le glycogène que vous avez stocké initialement, et ben vous allez l'utiliser pour fabriquer du glucose qui va sortir du muscle et des autres organes pour faire élever la glycémie, pour garder une glycémie stable dans le sang. Et au niveau du foie, il y a une voie qui s'appelle la néoglucogénèse, c'est-à-dire on va fabriquer du glucose à partir de substrats qui ne sont pas du tout glucidiques. Donc l'organisme va fabriquer du glucose à partir de pyruvate. C'est surtout le pyruvate en fait qui me revient parce que en fait c'est le substratum le plus important. Donc, on va fabriquer du glucose justement pour ravitailler le sang, pour garder une glycémie équilibrée. Chez le sujet diabétique, quand il jeûne, c'est la même chose qu'ici. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la contre-régulation, parce que là, la contre-régulation, c'est que quand vous avez
je ne sais pas si vous voyez la souris. Vous voyez la souris? Oui, 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 elle Oui. bouge. Oui, Alors, quand vous avez le glucose qui va sortir du muscle et du foie, qui va sortir, qui va donner, qui va ravitailler le sang, donc en fait, vous avez l'insuline qui va réaugmenter, donc qui va équilibrer en fait les deux processus entre stimulation et inhibition. Le problème, c'est que ici, vous n'avez pas en fait cette sécrétion d'insuline chez les diabétiques, notamment chez le diabétique de type 1. Vous n'avez pas cette sécrétion d'insuline, ce qui fait que en fait ces processus, ils vont pas s'arrêter. Donc vous allez déstocker tout votre glycogène musculaire en fabriquant du glucose qui va ravitailler le sang, mais au détriment d'une fatigue intense parce que le muscle n'aura plus son glycogène. Et au niveau du foie, vous allez fabriquer du glucose, tellement de glucose que vous allez produire en fait également des corps cétoniques qui sont très toxiques et qui sont à l'origine de l'acidocétose diabétique. Et c'est pour ça que vous aurez une hyperglycémie, parce que finalement, votre pancréas ne va pas stimuler la sécrétion d'insuline qui va dire: ah ben c'est bon, mon muscle, j'ai plus besoin de ton glycogène, tu peux le garder parce que ma glycémie, elle a réaugmenté. Et c'est bon, on arrête le foie de fabriquer parce que là, tu vas dégénérer. Stop, arrête de fabriquer du glucose, j'en ai assez. Donc, en fait, c'est pour ça c'est comme ça qu'on explique l'hyperglycémie chez un diabétique qui jeûne, malgré le jeûne. Ah, j'espère que ça a été clair. c'est très clair, merci. Ah, ben merci, hein. Merci. Alors, Rania, je ne sais pas si tu as récupéré ton micro, sinon j'ai Il y a vu une que... question dans le chat, je pense. Voilà, elle a laissé une question. Donc, comment peut-on faire la différence entre l'hypoglycémie ou l'hypotension? Ben, en fait, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que les signes sont similaires. Mais comme je l'ai expliqué, mais peut-être très rapidement, alors c'est pas l'hypoglycémie directement qui est à l'origine des signes de l'hypoglycémie. C'est-à-dire, quand on a de l'hypoglycémie, notre corps le reçoit comme un stress. C'est comme si, en fait, vous avez quelqu'un qui vous agresse. Ça se passe à peu près pareil à quelques points. C'est-à-dire que votre organisme, en fait, il va essayer de se défendre, donc il va produire des hormones de contre-régulation qui sont le glucagon, l'adrénaline, le cortisol surtout. Et ces hormones, en fait, elles vont provoquer les palpitations, elles vont provoquer le stress, elles vont provoquer les sueurs. C'est ce qu'on appelle les signes noradrénergiques. Et puis il y a d'autres signes, c'est les signes glucopiniques, mais ça va. C'est quand votre glycémie elle est vraiment effondrée et que malgré les hormones de régulation, ça va pas, bah, c'est là où vous allez avoir la confusion, vous allez avoir le coma, etc. Mais en fait, c'est vrai que les signes, en fait, c'est une stimulation du nerf vague, c'est une stimulation du système nerveux autonome également. Et donc, ce qui explique pourquoi les signes sont à peu près similaires à de l'hypotension. Mais c'est pas exactement enfin, c'est les mêmes hormones, en fait, qui rentrent un petit peu en jeu, mais c'est pas exactement le même mécanisme, euh, mais c'est les systèmes, en fait, qui rentrent en jeu et le facteur n'est pas le même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et c'est Cécilia. Oui, quel conseil donneriez-vous à une personne qui a déjà de l'insulinorésistance et qui doit jeûner? Quelles sont les précautions diététiques que cette personne doit prendre? Bah, en fait, comme on a dit, l'insulinorésistance, donc ça concerne le diabétique de type 2. Donc, ce qui est important, en fait, finalement, en fait, c'est à peu près, c'est ça, c'est de garder, en fait, le poids stable, c'est-à-dire les apports caloriques doivent être similaires à ce que vous aviez avant. Et c'est surtout d'avoir une hydratation et puis de privilégier en fait les aliments qui sont à faible index glycémique. Donc ce que vous êtes censé en fait faire même en dehors du jeûne. Mais ce qui est plus important, c'est d'éviter en fait c'est d'éviter en même temps les hypoglycémies, de vous resucrer. C'est-à-dire finalement, durant le ramadan, on est plus tolérant à prendre des sucres rapides, mais encore une fois, des sucres de qualité à choisir les index glycémiques qui sont moyens, voire pas, à éviter tout ce qui est index glycémique élevé, comme le soda, on a dit, le pain blanc, céréales raffinées, etc.
et d'avoir une assiette en termes de quantité. Parce que le diabétique de type 2, généralement, euh, ça fait rentrer dans le syndrome métabolique. Donc, généralement, il aura tendance à beaucoup manger. Et donc, ça, c'est très mauvais parce que même si vous mangez des trucs de qualité, des aliments de qualité, mais en grande quantité, forcément, en fait, au niveau des glucides, vous en aurez trop. Vous aurez un surplus. Et donc, ça va pas aider. Et l'activité physique, parce que le diabétique de type 2, il faut qu'il ait une activité physique même durant le ramadan, mais qu'elle soit légère, à modérer. Il faut pas qu'il en abuse, bien sûr. Voilà, grosso modo, c'est ça en fait au niveau en dehors des traitements, parce qu'il faut également ajuster les traitements comme on a dit. Mais en termes de diététique, euh, il faut choisir ses aliments, il faut choisir la qualité de ses aliments et réduire la quantité. Et par exemple, pour réduire la quantité, parce qu'il y a beaucoup de patients qui posent la question comment réduire la quantité, ils ont du mal. L'une des meilleures techniques, c'est de choisir son assiette, en fait, de choisir une assiette qui est plus petite, parce que quand vous allez prendre une assiette qui est grande, vous aurez tendance à bien la remplir. Alors qu'une assiette petite, même si vous la remplissez bien, en termes de quantité, vous allez diminuer, vous allez voir que vous allez être aussi bien rassasié. Et bien mâché. Et bien Alors, haché. Et manger lentement, voilà, manger lentement, parce que ça, on l'a dit, manger lentement, ça permet de ralentir l'absorption en fait des glucides et du coup, ça permet de garder une glycémie qui est bien et d'éviter ce gros pic hyperglycémique après le repas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci. De rien. alors n'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Alors, Abdelkader a levé la main. Je vais te donner la parole. Après, n'hésitez pas également à poser les questions sur le chat, comme ça on peut les voir au fur et à mesure si vous êtes timide sur le micro. Abdelkader, à toi la parole. Merci Sophia, bonsoir. Merci beaucoup Amine pour ta présentation. C'est très très clair, très bien fait. Merci vraiment. Merci beaucoup. Ah bah, venant de ta part, je suis très reconnaissant et merci énormément, c'est un honneur. Oui, oui, tout à fait, parce que c'est très d'actualité. Tu as parlé des recommandations et tu as parlé des différents médicaments à la disposition. C'est très très bien. Voilà, je voulais te remercier. Je voulais juste poser la question par rapport à la femme qui allait et la femme enceinte. À ma connaissance, c'est pas une, euh, une raison de la dispenser de faire le jeûne si elle souhaite, à moins que tu aies une autre explication. Et puis, du point de vue diététique, je voulais juste vérifier avec toi la consommation de dattes ou bien de miel. Je crois que le miel, tu n'as pas trop cité ce soir. Il n'est pas fait uniquement que de sucre, il contient du fructose et on sait que le fructose n'élève pas la glycémie. Est-ce que tu as des éléments de réponse, s'il te Alors, plaît? alors si par rapport à la femme enceinte, en fait selon les recommandations, là c'est la FDA du coup qui a donné ses recommandations, hein, c'est basé sur ce qu'ils disent. Donc là on voit en fait sur le fait que la femme est enceinte et qu'elle n'est pas et surtout si elle est sous insuline, le risque il est de 6,5. Donc si on a un 6,5, déjà en fait on est sur des risques élevés. Euh, Parce qu'en fait, moi, j'ai trouvé ça logique parce qu'en fait, une femme enceinte, vu qu'il y a euh, surtout une femme enceinte du coup qui est diabétique, elle aura tendance à faire plus d'hypoglycémie vu que elle jeûne peut-être, mais pas son enfant. En fait, le fœtus, il n'est pas en train de jeûner, donc en fait, il va puiser de l'énergie et donc en fait, elle risque d'avoir une hypoglycémie. Et on sait que les hypoglycémies peuvent être aussi bien dangereuses pour la mère, mais également pour le fœtus. Donc d'un point de vue médical, ça peut se comprendre comme ça, mais également d'un point de vue religieux, parce que ce fœtus, il peut pas dire attends, là ça va pas, je dois manger. Donc elle saura pas qu'elle est en hypoglycémie, surtout si son diabète est évolué, et donc elle aura pas
elle va pas ressentir les hypoglycémies, et donc ça peut comporter un risque. Après, si la patiente, elle a un diabète qui est bien contrôlé, seulement par les règles hygiéno-diététiques ou des antidiabétiques oraux sans insuline, elle reste à risque élevé, mais là, encore, elle peut jeûner. Elle n'est pas à un risque très élevé. Mais par contre, si elle est un diabète déséquilibré ou traité par insuline ou sulfamide, le risque hypoglycémique, il est trop sévère. Élevé, oui. Oui, Pour- excuse-moi, merci Amine. C'était juste pour, peut-être ça, j'ai mal précisé, c'était pour la femme enceinte qui n'est pas diabétique. Ah non, la femme enceinte non diabétique, là, non, j'ai parlé de la femme enceinte diabétique, mais Ah, j'ai pas ok, parlé de la... j'ai confondu alors, j'ai confondu. Je voulais Ah non, juste non, avoir cette précision. Oui, oui, tout à fait. non. Après, la femme enceinte, si elle n'est pas diabétique, bon, elle peut jeûner si elle le tolère bien et si elle mange suffisamment après, parce que forcément, les apports caloriques ne sont pas identiques. Mais là, je parlais précisément de la femme enceinte diabétique, pas de la femme enceinte de manière générale qui n'a pas de diabète, même gestationnel, parce que si elle a un diabète gestationnel, du coup, elle est diabétique. Voilà, c'était juste pour faire cette précision parce que, voilà, donc femme enceinte qui n'est pas diabétique, donc qui n'est pas concernée par la situation. Ouais. Et concernant ta deuxième question, donc concernant les dates, donc les dates en fait, c'est vrai que vu qu'il y a des fibres en fait dans les dates, il y a aussi un peu de matière grasse, il y a des protéines et il y a des glucides. Euh, donc c'est pour ça que j'ai dit oui, c'est très bien d'en prendre, il n'y a pas de souci d'en prendre, mais à une quantité faible, parce qu'on a tendance en fait durant le Ramadan de manger trop de dates et des dates qui sont souvent, en fait, plus elles sont succulentes, plus on les aime, donc plus elles sont matures. Et quand elles sont matures, en fait, elles ont un index glycémique qui est quand même très élevé. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut prendre les fraîches et ne pas en consommer, en fait, 1 à 3, voire 5, mais pas plus. Il ne faut pas en abuser. Le miel, quant à lui, ça reste effectivement du fructose, mais en termes d'index glycémique, comme tu le vois ici, il a quand même un index glycémique. Bon, là, il y a un problème dans la flèche, c'est plutôt comme ça, c'est supérieur à 70. Donc, ça reste quand même, il a un pouvoir hyperglycémiant, c'est-à-dire élevé. Même si c'est du bon sucre, là, en termes d'index glycémique, ça veut juste dire que le miel a tendance à faire élever rapidement la glycémie et l'élever rapidement avec un certain pic. Ça ne veut pas dire que le sucre, il n'est pas bon. Ok, le sucre, il est bon, mais, mais quand même, ça va élever la glycémie dans tous les cas, même si c'est du bon sucre. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser et que ça risque d'élever rapidement votre sucre si vous en prenez beaucoup. C'est plutôt pas en termes, cette fois-ci, c'est pas en termes de qualité, mais en termes biochimiques, le pouvoir glycémiant du miel, il est élevé. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci, merci Amine, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, n'hésitez pas, posez vos questions sur le QR de Zoom. Alors, visiblement, pas de questions. Je pense que Amine, tu as été extrêmement claire ce soir. Ben, j'espère. Après, n'hésitez pas. Là, j'ai mis euh, euh, voilà, là, j'ai mis en fait mon adresse mail. Vous pouvez m'envoyer vos questions et puis mon compte Instagram parce que bon, j'ai pas Facebook. Donc, vous pouvez m'envoyer vos questions si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je peux essayer d'y répondre, même si, après, voilà, moi, je ne suis pas endocrinologue, donc voilà, après, j'ai un DU en nutrition. Donc, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Voilà. Eh ben, merci infiniment, Amine. Euh, Merci à toi, merci à vous. Ainsi se termine la 38e plateforme du pôle santé. Voilà. Nous remercions infiniment Amine Babouche pour son intervention passionnante et très utile. À quelques jours du mois de Ramadan, nous vous souhaitons un excellent mois de jeûne
Et nous vous donnons rendez-vous autour du 25 avril 2024 où Mohamed Chitwan nous parlera de l'os, cette incroyable structure. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute et votre présence. Portez-vous bien. Très bonne soirée à tous. Au revoir, Amine. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir à Au tous. revoir. Au revoir à Merci. tous. Au Au revoir. revoir à tous. Merci. Au Merci. revoir.